Bienvenue si vous venez tout juste à l'instant de nous rejoindre. Longtemps perçue comme une génération déconnectée de la réalité, absorbée par les écrans, la génération Z, la Gen Z comme on l'appelle, est en train de démentir tous les clichés des rues de Jakarta à Manille, de Katmandou à Tananarivo, en passant par Rabat ou Lima. On voit s'émanciper une génération qui réclame plus de justice sociale, plus d'équité. Ils ont renversé le pouvoir au Népal et à Madagascar. Ils font vaciller le Maroc. Mais qui sont-ils, ces nouveaux acteurs de la contestation mondiale? Que veulent-ils vraiment dire à travers leur marche, leurs slogans et leur mobilisation connectée? Eh bien, ce matin, nous posons un regard sur cette jeunesse qui mène la marche. Et c'est avec Aaron Akilocho que nous faisons l'exercice. Aaron, bonjour. Bonjour, Herman. Vous êtes journaliste et vous suivez de près justement tous ces mouvements qui s'observent de par le monde entier. Vous n'êtes pas de la Gen Z, vous êtes de la génération Y. Juste avant. La génération juste avant. Quand pas de la Gen Z, c'est quoi? Alors, la Gen Z, c'est un terme qui sert à désigner grosso modo toutes les personnes qui sont nées entre 1997 et 2012. Donc, en fait, on voit bien que le spectre est large, mais c'est surtout la première vraie génération connectée. C'est-à-dire que j'ai l'habitude de dire que nous, en fait, Internet est venu nous découvrir au Bénin, puisque Internet est venu au Bénin vers 95, 97, mais disons 97 pour les premiers cybercafés. Et à ce moment-là, ces gens-là naissaient. Donc, en fait, c'est des gens qui sont nés et qui, toute leur vie, ont connu un téléphone portable, ont connu de la connectivité, qui ne savent pas, par exemple, ce que c'est qu'un lecteur vidéo-cassette, ou pour parler justement de l'ORTB, par exemple. De Bénin TV aujourd'hui. Voilà, de Bénin TV aujourd'hui, qui, par exemple, n'ont pas connu, par exemple, l'époque où l'ORTB commençait à ces émissions à 17h, typiquement. Donc, c'est des gens qui sont venus, qui ont découvert les écrans, et c'est une génération qui est plus connectée que jamais, plus informée que jamais, et qui, aujourd'hui, est en train de développer un code de langage qui est mondial. Et justement, vous avez commencé par le dire, on présente souvent la Gen Z comme hyper connectée, mais peu engagée. Et les mobilisations récentes vous semblent-elles marquer donc, une rupture avec cette image qu'on a toujours collée à la Gen Z? Non, pas. Parce que les gens qui disent que les Gen Z ne sont pas politiquement engagés, j'ai comme l'impression qu'ils ne suivent pas l'actualité. Alors, c'est des jeunes qui ont toujours revendiqué des choses, mais qui préfèrent travailler dans des petits espaces, collaborer, ce qui donne peut-être l'impression, ils ne militeront pas, par exemple, typiquement, comme les gens de la génération d'avant la mienne ou même de ma génération, mais c'est des gens qui essayent de faire des choses, je pense par exemple aux Iboudo, et surtout, il faut le dire, c'est qu'ils ont un impératif catégorique, c'est ne touchez pas à leur Internet. En règle générale, ils sont dans leur coin, ils font leur truc, mais dès qu'on touche à leur Internet, automatiquement, ou dès qu'on touche à quelque chose qui affecte leur niveau de vie, ils sont capables de se mobiliser et d'être très efficaces, comme on l'a vu. On sait que ce qui a mis le feu aux poudres à Madagascar, par exemple, c'est lorsque l'État central a décidé de taxer les réseaux sociaux au travers d'une réglementation où certains réseaux sociaux qui ne s'y sont pas conformés sont menacés donc, de coupure. Certains même ont été coupés. Et c'est là vraiment que c'est allé dans tous les sens. Écoutez, de toute façon, on sait au Bénin désormais que ce n'est jamais une bonne idée de taxer les réseaux sociaux. Ce n'est jamais une bonne idée de taxer les réseaux sociaux. Et parce que pour ces gens-là, en fait, Internet est une sorte d'échappatoire. C'est une sorte d'échappatoire, TikTok, tout ça. C'est des choses qui leur permettent d'éviter un quotidien qui, il faut être honnête, n'est pas facile. Nous, par exemple, on n'est pas entré sur le marché du travail en concurrence avec l'intelligence artificielle. Pour beaucoup de générations, le travail, c'était dans l'administration, retraite garantie et tout ça. On parle de gens ici qui travaillent pour beaucoup depuis chez eux, travaillent avec le monde, se débrouillent, essayent de se créer une existence dans un monde qui est de plus en plus instable. Je pense qu'en règle générale, toucher à leur Internet ou à leur portefeuille, mais ça peut rendre politique le plus apolitique des individus, parce que c'est quelque chose qui l'affecte directement. Et donc, oui, en fait, la réaction, moi, personnellement, ne m'a pas étonné, les connaissant comme je les connais. Et surtout, le problème, c'est qu'eux, ils sont des digital natives, c'est-à-dire qu'ils ont grandi dans ça, ils connaissent les canaux, ils savent qu'il faut installer un VPN, il faut ceci, il faut cela. Là où des gens un peu plus vieux auront de la difficulté à naviguer dedans. Donc, ces outils sont les leurs. Si vous les attaquez, ils utilisent leurs outils
pour se défendre, en fait. Alors, la situation que j'évoquais tout à l'heure, c'est celle au Népal, plutôt, oui, bien sûr. Pas à Madagascar. Népal, Madagascar, c'est une autre situation, ouais. bien sûr. Mais Aaron, que révèle aujourd'hui, selon vous, ces mobilisations spontanées dans des pays aussi différents les uns que les autres? On a vu l'Indonésie, on a vu le Népal, on a vu Madagascar, et on voit maintenant, on a vu le Kenya aussi. On a vu le Kenya dans une moindre mesure à côté de nous, le Sénégal, lors de la présidentielle qui a amené donc le duo Sonko, pour ne pas dire le duo Diomaye Sonko au pouvoir. On voit que les dynamiques sont presque identiques. Qu'est-ce que révèlent aujourd'hui, selon vous, ces mobilisations spontanées? Alors, j'ai deux lectures. La première, c'est que déjà, on est dans un monde qui aujourd'hui est globalisé. Donc, les codes, par exemple, ils appellent ça le Hat Star Jolly Roger, donc le drapeau de pirate au chapeau de paille, qui est, par exemple, une émanation de la culture manga qui, aujourd'hui, n'est plus un phénomène japonais, mais qui est un phénomène mondial. En fait, on voit aujourd'hui qu'il y a des codes mondiaux qui émergent. Ça, c'est la première des choses. Et que donc, ce qui se fait au Népal peut inspirer ce qui se passe à Madagascar, qui peut inspirer ce qui se passe ensuite au Maroc. Donc, on est vraiment dans une configuration générale. Et d'ailleurs, au Népal, ils ont élu, enfin désigné le Premier ministre en utilisant la plateforme Discord, par exemple, ce qui est un nouveau mode de scrutin. Donc, la première lecture, c'est qu'on est vraiment dans un monde global avec des codes, des références culturelles qui aujourd'hui sont véritablement mondialisées. La seconde des choses, et moi, c'est cette lecture-là que j'attends de voir, c'est que ce n'est pas la première fois qu'on voit la jeunesse dans les rues et jeter des mouvements par terre. Moi, typiquement, ma génération, par exemple, on a eu les printemps arabes, qui étaient aussi des mouvements qui étaient menés par les jeunes. Absolument, avec Bouazizi, voilà, qui s'est immolé par le feu. Mais 10 ans après les printemps arabes, j'ai presque envie de dire, ça n'a été une réussite nulle part. En Tunisie, on est dans une démocrature, une dictature, il faut oser dire les choses. En Égypte, Sisi, c'est clair. La Libye, c'est le chaos. C'est que quand on regarde, alors la Syrie, on n'en parle pas. Le Yémen aussi. Donc, du coup, en fait, oui, c'est beau de voir des jeunes se prendre en main et c'est beau de les voir manifester. Mais moi, personnellement, je serais toujours partisan de la réforme plutôt que la révolution. Donc, cette génération aussi est en train de faire sa révolution. Et pour les dirigeants, c'est un message. Ça veut dire qu'en fait, ces jeunes que vous voyez dans leur téléphone, que vous appelez la génération tête baissée, ils ont aussi des revendications, ils ont des attentes et il y a intérêt à les écouter. Parce que de toute façon, le futur de ce continent, c'est eux. Quand on voit l'Afrique, la moyenne d'âge, c'est entre 17 et 19 ans. Donc, en fait, tout président qui est élu est d'abord élu par et pour eux. Donc, il faut les prendre en compte dans l'équation. Alors justement, qu'est-ce qui rend ces jeunes-là si particuliers? Parce que vous avez commencé par le dire, la contestation juvénile n'a pas démarré par eux. Certains vous parleront de mai 68 en France, d'autres plus proches de nous, pour ne pas dire au Bénin, vont évoquer le rôle des jeunes, notamment à la fin de la période révolutionnaire au Bénin dans les années 88-89, ce qui a conduit à la conférence des forces vives. Donc, de tous les temps, les jeunes ont toujours été au-devant de la scène en termes de contestation. Mais qu'est-ce qui rend alors la Gen Z si particulière? La viralité. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les dirigeants n'ont pas aimé ce que j'ai dit. N'importe quel jeune peut déclencher une révolution depuis chez lui. Et on le voit tous les jours. Il suffit juste qu'il expose une situation, que cette situation parle à d'autres et que ces gens-là se fédèrent et très vite, ça part très vite. On vit dans une société de l'hyper-viralité. C'est-à-dire que vous parliez de Bouazizi tout à l'heure. Bouazizi, c'est un incident isolé, ça ne se passe même pas à Tunis, mais c'est un incident qui a cet avantage-là d'avoir été filmé, d'avoir été suivi et qui a déclenché une vague d'indignation. Mais est-ce que vous imaginez ce qu'un jeune, avec son téléphone, s'il arrive à filmer un incident qui se passe et qui suscite l'émoi, peut donner la viralité? En fait, on est dans une société hyper connectée, donc on est tous au courant de tout ce qui se passe partout. Et en fait, ils ont pour eux la viralité, ils ont pour eux les canaux de communication, parce qu'ils communiquent, ils surcommuniquent, ça n'a pas commencé par eux, mais ils en ont quand même raffiné l'usage, parce que c'est vrai, ça on ne le dit pas, mais Compaoré en 2014-2015 est tombé via WhatsApp. C'est que c'était WhatsApp qui avait tombé Compaoré. En plein midi. Aujourd'hui, c'est de plus en plus sophistiqué, ils ont des outils, ils se concertent, ils font des choses. Donc, en fait, c'est une génération, mais en fait, on commettrait une erreur, ce serait de la décrire comme une génération de contestataires, de révolutionnaires. Non, ce n'est pas ça. C'est juste des jeunes qui font des choses dans leur coin, qui espèrent avoir un impact. C'est la génération qui emploie d'ailleurs le plus ce mot, qui espèrent d'abord avoir un impact
qui ne vont pas systématiquement aller casser des choses, ou non, eux sont plus dans, on va essayer de construire, on va bricoler un truc, mais il faut quand même prendre en compte les aspirations parce qu'ils ont les moyens de faire plus mal peut-être que les générations précédentes. Alors, on voit que certains analystes à travers le monde parlent de révolution silencieuse, d'autres d'un feu de paille. Où est-ce que vous vous situez dans les analyses? Moi, je pense que c'est un mouvement normal. Moi, je pense que c'est un mouvement normal. La marche du monde a toujours été ainsi. La seule différence aujourd'hui, c'est qu'ils ont les moyens de faire vite et de faire plus gros. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les outils qu'ils ont font qu'en fait, la connotation peut gagner très vite. Mais à part ça, moi, pour les côtoyer tous les jours dans le travail et tout, c'est des gens ordinaires qui essaient de se faire une vie, qui essayent de s'en sortir dans un contexte qui, disons-le, n'est pas toujours facile pour eux et qui n'ont pas forcément les mêmes repères que vous et moi, par exemple, nous aurions dans le travail, dans le rapport à la hiérarchie, par exemple. C'est des gens qui sont plus dans la collaboration. Ils préfèrent plus un management du grand frère. Donc oui, c'est une génération qui va faire son impact un peu comme qui brise les codes aussi quelque part, parce que voilà des gens qui estiment que se retrouver dans un CDI, c'est se mettre les chaînes aux pieds, alors que pendant longtemps, le CDI a été ventilé, vanté comme l'assurance tout risque en termes de stabilité sociale. Voilà des gens qui, du jour au lendemain, peuvent claquer la cote pour un an. Oui. On est en présence d'individus presque surboostés, limite qu'on ne comprend pas. Oui. Est-ce que ce n'est pas justement ce caractère contestataire qu'ils apportent dans la cité? Alors, oui et non, parce que ça me rappelle une conversation que j'avais avec des amis, qui d'ailleurs sont des managers, et qui me disaient, on n'en peut plus, ces gamins, vraiment, on n'en peut plus, comment vous les gérez, et ça me fait sourire. Alors, moi j'essaie toujours de comprendre, il faut comprendre. L'aversion au CDI, quand on analyse la situation mondiale aujourd'hui, c'est qu'on est partout dans une logique de réforme des retraites. C'est-à-dire, j'ai comme envie de dire que l'entreprise ne respecte plus elle-même déjà le contrat social qu'il y avait. À partir de ce moment, le jeune salarié, quand il s'assoit, il est aussi face à un menu, il se dit, bon, qui offre le mieux, à quel avantage? Donc oui, c'est des gens qui ne sont pas dans une logique de loyauté, de 30 ans au même poste, 30 ans à faire la même chose. Non, c'est des gens qui veulent apprendre, qui continuent à se former, qui découvrent de nouvelles choses, et surtout des gens qui, on va dire ça comme ça, sont peut-être un peu individualistes parce qu'ils apportent un équilibre, ils prennent soin particulier à leur équilibre mental, leur équilibre émotionnel. Ce n'est pas des gens qui... On a l'impression que c'est vraiment avec eux qu'il y a eu cette démocratisation des aspects liés à la santé mentale. On est beaucoup plus regardant. On parle maintenant de vacances, ce qui n'est pas forcément lié à notre culture. On voit qu'ils s'occidentalisent. Enfin, ceux qui sont sous les tropiques, on dit d'eux qu'ils s'occidentalisent. Mais en réalité, est-ce qu'ils ne font pas juste les choses de leur époque? Ils se mondialisent. Ils ne s'occidentalisent pas. Ça, parce que ça aussi, c'est une autre erreur. Il ne faut pas croire qu'au niveau de la Gen Z, parce que ça aussi, c'est une autre dynamique qu'on a remarqué il y a longtemps, la génération de nos parents est un peu la nôtre, regardait plutôt du côté de l'Europe, en tout cas de l'Occident, pour recevoir le là. Aujourd'hui, on n'est plus dans ça. Aujourd'hui, on n'est plus dans ça. Aujourd'hui, on est dans un échange où, regardez sur les plateformes, la musique ivoirienne aujourd'hui se lance à la conquête du monde. Le Nigerian Way of Life est en train de grandir. Davido et Rasta sont des stars planétaires. Donc, ce n'est pas une logique de on prend de l'Occident. C'est une logique vraiment pour le coup de qu'est-ce que le monde a à offrir. Et on a une jeunesse qui, aujourd'hui, a conscience d'être humaine sur une planète, avant même d'être africaine ou d'être béninoise. Donc, quand ils en ont les moyens, ils se font plaisir. Et ça, on ne va pas leur reprocher. Donc, oui, moi, c'est plutôt un trait qui, moi, me rend plutôt fier. Alors, à votre avis, Aaron, pourquoi est-ce que cette jeunesse préfère les mouvements horizontaux sans leader identifié à la structuration politique classique? Parce que ce qu'on observe, que ce soit au Népal, que ce soit à Madagascar, que ce soit au Maroc, on n'identifie pas vraiment un leader typique au mouvement. Ils sont vraiment sur une ligne horizontale. Mais c'est la logique même de fonctionnement d'Internet. C'est-à-dire qu'en fait, Internet, c'est la décentralisation à son extrême. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas un seul serveur qui fournit toute la planète. Il y a une myriade de data centers un peu partout. Et en fait, c'est le mode de fonctionnement qu'ils sont venus trouver sur la planète. Nous, par exemple, notre génération a plutôt été caractérisée par la collaboration. Si je vais me lancer dans une petite digression, c'est-à-dire que nous, on est la première génération où on a réalisé que, bon, vas-y, 1 + 1 n'est pas égal à 2, mais peut être égal à 100 parce que
si je te passe un fichier et que tu le passes à quelqu'un d'autre, on a tous le même fichier et donc on en profite tous. Donc nous, on a remarqué ça, mais eux, ils ont poussé cette logique-là à l'extrême, en fait. Donc c'est des gens, chacun décide pour lui, chacun s'informe, chacun fait le meilleur choix possible. Ils vivent dans des logiques de... Et moi, je ne parle même pas de mouvement. Moi, je parlerais de convergence d'intérêts. Parce qu'en fait, c'est des humains, c'est toujours aussi différent l'un de l'autre que machin. Mais sur certains sujets, il peut y avoir des convergences d'intérêts. Et quand il y a une convergence d'intérêts, on peut s'associer pour mener une lutte ponctuelle. Et ensuite, chacun se replie. Donc, c'est un autre mode de fonctionnement qui n'est pas celui du militantisme où on gravit les échelons et on arrive en position de leadership. Ensuite, non. Mais le revers, justement, de cette organisation est que lorsqu'ils arrivent à gagner des batailles, un peu comme ça s'est passé au Népal, ça s'est passé à Madagascar, finalement, ceux qui ramassent le pouvoir à la limite ne sont pas de la Gen Z. Donc, c'est comme s'ils font le travail et d'autres s'approprient le mérite. Non, mais c'est l'histoire de toutes les révolutions. C'est l'histoire de toutes les révolutions. Jamais, au grand jamais, ceux qui étaient dans les rues n'ont été jamais les bénéficiaires d'un mouvement. Non, c'est-à-dire que ça, c'est normal. C'est qu'ils sont entre quoi? Entre 27 et 18 ans. C'est leur rôle de se révolter. Moi, je trouve ça normal, je trouve ça même sain. Et je trouve même bien qu'ils fassent leur classe tôt. Parce que bientôt, l'âge, les factures, la paternité, les responsabilités viendront et leur donneront une maturité qui, elle, est nécessaire pour l'exercice du pouvoir. Mais pas forcément pour la conquête du pouvoir, parce que la conquête du pouvoir part d'une révolte. C'est un peu ça. Alors, dans quelle mesure, selon vous, ces mobilisations peuvent-elles influencer les agendas politiques nationaux et internationaux? Alors, j'aimerais être optimiste en pensant qu'on va quand même les écouter parce que la santé et l'éducation, pour parler du Maroc, c'est quand même important. La lutte contre les pénuries et la cherté de la vie à Madagascar, c'est quand même important. Et donc, oui, j'aimerais quand même que les dirigeants les écoutent et au moins prennent en compte certaines de leurs revendications. Maintenant, pour être moi-même déçu des printemps arabes, je dis on va observer ça, mais dans tous les cas, il faut garder à l'esprit que c'est une génération qui a les moyens de faire quelque chose, qui vit dans un monde qu'elle maîtrise mieux que nous, mieux que nous-mêmes, et de toutes les façons, tout le monde travaille, on travaille au profit de ses enfants et donc de sa jeunesse. Et donc, je pense qu'il y a un intérêt quand même à écouter ce qu'ils disent. Est-ce que vous avez l'impression que les gouvernants ou les gouvernements prennent cette génération au sérieux ou est-ce qu'ils sous-estiment sa capacité à transformer le réel? Oui, je dirais oui et non. Alors, il y a eu un premier mouvement où, par exemple, des thématiques comme l'équité, l'inclusion, la diversité étaient vraiment très prégnantes dans la société. Le changement climatique, tout ça, ce sont leurs thèmes. Et aujourd'hui, on a eu le basculement qu'on a aux États-Unis, où on a l'impression d'un retour un peu plus conservateur, mais pas qu'aux États-Unis, Italie, un peu partout, on a un retour un peu plus conservateur. Mais il n'en demeure pas moins vrai que ce sont quand même des Gen Z aussi qui ont porté Trump au pouvoir. Ils ont quand même cette capacité à créer des choses, Donc, on va quand même suivre, et puis on fera un bilan. Est-ce que cette génération, selon vous, peut-elle incarner une alternative crédible dans la construction de futurs modèles politiques et sociaux? Est-ce qu'on peut créer une forme de nouveau modèle à partir de ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui? Oui, mais c'est déjà en train de venir. D'un point de vue purement économique, on a aujourd'hui le Bitcoin. Oui, les crypto-monnaies qui se reposent, donc la blockchain, donc qui repose sur une forme de décentralisation. Ce sont des gens qui ont grandi dans un monde un peu plus décentralisé. Je ne pense pas que quand ils auront dans 15, 20 ans ou 25 ans, quand ils viendront aux affaires, ils feront autre chose que ce qu'ils ont connu. Oui, en fait, je pense qu'ils vont quand même refaçonner le paysage politique mondial. Mais ça, c'est normal parce que c'est ça à ça que sert le temps. C'est-à-dire que pour prendre même l'histoire politique du Bénin, de 60 à 72, on a connu une instabilité politique parce qu'on était quand même un État jeune et tout. De 72 à 90, on a connu un régime marxiste-léniniste qui était plutôt aux mains de fer, que d'ailleurs nos parents ont connu. Donc la démocratie telle qu'on la vit aujourd'hui, pour quelqu'un par exemple qui n'a connu que la période du PRPB, il va se perdre. Donc ça veut dire que les sociétés se façonnent progressivement. Donc oui, moi je crois fermement qu'ils ont le moyen de... Voilà. Après, la forme que ça va prendre, c'est-à-dire
la doctrine politique qu'il y aura derrière, bah, moi je suis curieux quand même de voir ça, mais oui, forcément. Est-ce que vous pensez qu'ils sont en train de laisser une empreinte dans l'histoire, la Gen Z? Toutes les générations laissent une empreinte dans l'histoire. Eux, ils font leur pas. Eux, ils font leur pas. Et de toutes les façons, la génération qui vient après, moi je suis curieux de voir cette génération-là qui est celle de mes enfants, qui déjà n'a pas les mêmes codes qu'eux. Et donc, oui, bien sûr, on laisse une trace dans l'histoire. Et en fait, on va voir ça. Et si vous devez résumer en une phrase l'apport de cette génération aux luttes mondiales, qu'est-ce que vous dites? Je dirais équilibrer individu. C'est des individus qui ont conscience d'eux-mêmes, qui ne tombent plus pour les grands slogans, les grandes causes. Et oui, et qui visent d'abord leur équilibre et leur bien-être. Donc, ce n'est pas des gens qui vont sacrifier leur paix intérieure, leur santé mentale, ce que vous voulez, au nom d'un grand idéal qui n'est. Non, c'est des gens qui sont bassement pragmatiques, ça c'est vrai, on ne le dit pas souvent, mais c'est des jeunes qui font leurs calculs de la façon la plus froide possible, et c'est des jeunes qui savent à peu près ce qu'ils veulent, et donc qui ne vont pas se laisser embrigader dans certaines choses dans lesquelles nous n'aurions pu tomber. Et ceux qui disent qu'ils sont manipulés? Non, je pense qu'il faut guérir de cette illusion selon laquelle il y a un gourou quelque part qui tire les ficelles. Vous savez, un individu est capable de s'asseoir, et c'est ça qui fait un homme, de faire le point de sa vie et de dire ça ne va pas. La seule différence entre eux et nous, c'est que nous, on a été éduqués, parce qu'en Afrique, on a ça, la culture du groupe et tout, à terre une certaine forme de mécontentement, de trucs là qu'on a parce que culturellement, ça ne se fait pas, où on a nos canaux pour faire ça, et eux, ils ne sont pas dans ces codes-là. Donc, c'est des jeunes qui te diront froidement, ça ne passe pas. Donc, manipuler, non, parce que ce qu'ils dénoncent quand même est réel. Donc, voilà. La Gen Z, les nouveaux acteurs de la révolution dans le monde, décortiqués, décryptés par Aaron Akinosho, merci d'être passé sur Bonjour le Bénin, nous apporter votre lecture sur ce phénomène qui se construit sous nos yeux, parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer, l'histoire qui s'écrit sous nos yeux.